Démarrons tout de suite sans attendre. Merci à tous d'être là, d'être restés le temps que ça démarre. C'est parti. Alors, il faut que je sois sur les slides pour pouvoir cliquer sur suivant, évidemment. Voilà. Cognito, gérer vos utilisateurs. Donc, on a une conférence qui va durer une petite heure. On va essayer que ça dure entre 45 et 50 minutes pour pouvoir vous laisser le temps de poser quelques questions. Donc, c'est une conférence assez générale sur Cognito, le service, comment il fonctionne, comment vous allez pouvoir faire des infrastructures avec, et puis quelques recommandations sur la partie sécurité. Très rapidement, j'ai 4 slides d'auto-promo, donc encore plus rapidement puisqu'on a perdu du temps un peu au début. Donc, je m'appelle Nicolas, je travaille chez Devoteam Revolve, anciennement D2SI. Alors, en observant bien sur l'image de gauche, vous pourrez me retrouver. Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir m'identifier. Alors, il y a un petit peu d'écho. Alors, pourtant, j'ai le micro. Je vais essayer de ne pas parler trop fort pour limiter un petit peu l'écho dans la pièce. Donc, Devoteam Revolve, anciennement des D2SI. Donc, on a un pur payeur du cloud public. On travaille principalement avec Amazon Web Services, mais pas que. On accompagne globalement tous nos clients dans la mise en place de leur service cloud. Quelque chose qui va intéresser les Nantais, on est arrivé à Nantes cette année. Donc, on a une agence dans le Grand Ouest. Océane, qui est notre RH nantaise, est disponible d'ailleurs si vous voulez un interview en one-to-one, vous pouvez prendre rendez-vous via la plateforme. Donc Devoteam Revolve, c'est Paris historiquement, et puis Lyon, et puis Toulouse, et maintenant Rennes, Nantes, mais aussi Niort, Marseille, Lille, avec nos relais Devoteam. Encore un événement pour les Nantais, le Learning Day, qui sera à Nantes le 24 novembre 2020. Donc vous avez le lien ici du Learning Day que vous pourrez rejoindre si cela vous intéresse. Alors, on va se remettre sur Cognito au programme de ce talk. 4 choses, on va parler un petit peu des concepts, voilà, qu'est-ce que c'est l'autorisation, l'identification. On va parler des user pools et on va parler des identity pools. Donc, derrière Cognito, il y a en réalité 2 services, les user pools et les identity pools. Et enfin, il y a les intégrations. Alors, on verra si j'ai un peu le temps, je vous montrerai un petit peu de code. Sinon, vous avez le workshop de Sébastien sur Amplify qui aborde une partie de Cognito. Alors, sans transition, les user pools. Alors non, sans transition, pardon. Un petit point sur les concepts. Alors, quand vous accédez à une application, globalement, vous allez devoir vous poser 3 questions. Est-ce que la personne a le droit d'accéder à cette application? Et puis d'abord, c'est qui cette personne? Et enfin, qu'est-ce qu'elle essaie de faire dans cette application? Alors, prenons un exemple assez simple, c'est rentrer chez moi. Pour rentrer chez moi, il faut que j'ai la clé de la porte. Si j'ai la clé de la porte, ce sont donc mes credentials, je vais pouvoir entrer dans la maison. Une fois que je suis rentré, donc j'ai passé la phase d'authentification, je vais pouvoir m'identifier. Donc, je vais annoncer à la personne qui se trouve déjà dans la pièce, c'est moi ma chérie, je suis rentré. Et en fonction, bien entendu, de la personne qui se trouve dans la pièce et de mon identité, je vais pouvoir avoir un certain nombre d'autorisations, potentiellement lui faire un bisou. Si mon voisin a la clé de la porte parce que je lui ai laissé au cas où je perds mes clés, ce qui arrive assez régulièrement, il peut entrer puisqu'il a la clé de la porte, donc il peut passer la phase d'authentification. Il pourra s'identifier, bien entendu, auprès des gens qui sont dans la pièce. Et j'espère qu'il n'aura pas tout à fait les mêmes autorisations que moi. Donc ces 3 éléments, authentification, identification et autorisation, sont des éléments qui sont essentiels pour accéder à votre application. Et nécessairement, les gens n'auront pas forcément les mêmes autorisations en fonction de leur identité au sein de votre user pool. Sans transition, donc les user pools, cette fois-ci c'est bon. Cognito User Pool.
Alors, je me suis pas foulé, hein. Comme vous pouvez le voir en voyant cette slide, j'ai copié-collé ce qui s'affiche quand on accède à Amazon Cognito sur le service AWS. Donc, Amazon Cognito, en tout cas Cognito User Pool, c'est un pool d'utilisateurs. Donc là, vous vous dites, merci Nicolas, quand même, je sais parler anglais. On va aller un petit peu plus en détail que c'est un pool d'utilisateurs. Globalement, Cognito fait beaucoup de choses pour vous. Si jamais vous créez un user pool, vous allez vous retrouver dans ce genre d'écran-là, avec plein de choses qu'on comprend pas trop, mais plein de choses que je vais vous expliquer. Globalement, vous avez l'identité du pool. Donc le pool ID, c'est le numéro du pool, qui est un numéro unique dans AWS. Vous avez le nom d'utilisateur. Vous allez avoir la possibilité de créer des attributs pour chaque utilisateur. Et vous avez la possibilité de casser les pieds à vos utilisateurs, c'est-à-dire en mettant une password policy avec des lettres majuscules, minuscules, des caractères spéciaux ou autres. Chose importante, si vous envoyez des emails avec Cognito, pensez bien à configurer le service Amazon SES. Par défaut, vous avez une limite journalière dans Cognito. Alors, c'est à peu près tout pour les user pools. On va avancer un petit peu dans ce que vous pouvez faire d'autre à la création du user pool. Vous pouvez bien entendu customiser les emails d'invitation. Alors par défaut, au moment de l'inscription par vous ou par un admin, les utilisateurs sont invités à confirmer. Donc confirmer les adresses email. Et donc vous pouvez customiser les messages SMS ou les emails qui sont envoyés. Ce qui vous permet en outre potentiellement de mettre le nom de votre entreprise pour pouvoir certifier que c'est bien votre entreprise qui envoie qui envoie les SMS. Sachant qu'un admin peut aussi manuellement confirmer un utilisateur. Vous avez un certain nombre de triggers, alors on n'y reviendra pas puisque je ne détaillerai pas le flux d'authentification customisé, mais vous pouvez, à la création d'un utilisateur ou à l'authentification d'un utilisateur, déclencher un morceau de code sous la forme d'une fonction lambda. Ça vous permettra de gérer un workflow peut-être de post-authentification ou de gérer votre workflow d'authentification customisé, comme on pourra voir plus tard dans la config. Et quid du MFA? Vous avez probablement un RSSI chez vous qui est un peu relou et qui veut du MFA partout, un peu comme le sucre qu'il met dans son café. Eh bien, vous pouvez faire du MFA avec Amazon Cognito et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de le gérer. Alors, je précise, c'est uniquement du MFA SMS. Vous ne pourrez pas faire de MFA avec des outils comme Google Authenticator, en tout cas pas directement avec le user pool. Le user pool ne supporte que le MFA SMS, en tout cas pour le moment. Chose importante, ce n'est pas précisé ici sur l'interface, mais pensez bien à augmenter votre quota de SMS si vous faites ça. Par défaut, dans Amazon Cognito et même dans les services SMS que vous pourrez avoir dans Amazon, vous avez qu'une dizaine de SMS par mois, par défaut. Il faudra demander au support d'augmenter votre quota de SMS pour pouvoir avoir davantage de SMS, à moins que vous ne comptiez ne vous connecter que 10 fois par mois à l'application, ce qui est relativement peu. Alors, parlons des flux d'authentification. Alors, ça s'applique si vous utilisez Cognito User Pool directement. C'est important. C'est important parce que vous allez vite tomber dedans et ensuite parce que vous allez en avoir besoin pour rabattre le cacré de vos équipes sécurité qui vous diront oui, le cloud, c'est pas sécure. Alors, oui, le cloud, c'est sécure. Et la preuve, c'est que dans Amazon Cognito, pour l'authentification, vous allez avoir la possibilité de faire du SRP. C'est même la fonctionnalité par défaut. Si vous configurez rien, il vous met du SRP. Alors, SRP, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Secure Remote Password. En clair, ça veut dire que votre mot de passe ne transite jamais entre le client et le serveur Cognito. Alors, on verra tout à l'heure comment fonctionne un peu cette diablerie.
Mais le principe, c'est que vous avez un échange d'authentification qui est sécurisé, de manière à ce que vous puissiez vous authentifier sans exposer de credentials. Vous avez d'autres flux d'authentification qui sont disponibles, bien entendu. Il y a le flux customisé, qui déclenche des lambdas, donc comme on l'a vu tout à l'heure avec les triggers. Je ne détaillerai pas le flux d'authentification custom, car il est un peu compliqué, on n'aura pas forcément le temps dans cette session. Mais sachez qu'il existe et que vous pouvez customiser complètement le flux d'authentification comme vous préférez. Et enfin, vous avez user password. Alors, je l'ai mis sur cette slide parce que vous allez le retrouver, que ça existe. Ne l'utilisez pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser de mot de passe avec Amazon Cognito, mais n'utilisez pas le flux d'authentification user password parce que ce flux-là demande à ce que vous envoyiez le mot de passe à Amazon Cognito pour qu'il le vérifie. C'est bien précisé dans la documentation AWS, le flux user password, c'est uniquement pour la migration, c'est-à-dire que c'est uniquement pour les applications qui ne sont pas encore capables de supporter SRP. Oui, alors, ok, donc ça a coupé le son. Vous m'entendez de nouveau? C'est ok. Ah oui, alors quand il n'y a plus de son, il n'y a plus d'écho. Effectivement. Alors, je disais donc, avant d'être interrompu par ce problème de son, euh, SRP. Alors, je vous ai dit que SRP, le mot de passe ne transitait pas en clair entre le client et Cognito User Pool. Quelle est donc cette diablerie? C'est assez simple. Le client va donc envoyer une requête à Amazon Cognito en disant je veux me connecter avec tel utilisateur. Cognito User Pool va lui répondre alors un petit peu comme le Sphinx. Haha, si tu es si malin, résous-moi cette énigme cryptographique. Donc, il répond à un challenge cryptographique qui est résolvable si vous possédez le mot de passe. Et comme, bien entendu, vous possédez le mot de passe, vous allez résoudre ce challenge sans effort. Et donc, vous pourrez répondre à Cognito User Pool la réponse au challenge. Ce à quoi il répondra, si tu as le mot de passe, ça va. Et il vous renverra les tokens. Alors, on verra tout à l'heure ces tokens, comment ils vont être utilisés dans le flux d'authentification. Alors, pour utiliser Cognito User Pool, vous allez avoir besoin d'un client, ce qu'on appelle le client, c'est-à-dire c'est la déclaration de l'élément qui va se connecter à Cognito User Pool. Vous avez un certain nombre d'éléments qui sont nécessaires de cocher. Grâce à mes super explications, vous savez maintenant à quoi correspond admin NoSRP, custom outflow ou alors user password auth. Ce sont donc les flux d'authentification. La flèche n'est pas bien placée d'ailleurs, elle devrait être un peu plus bas. Et donc par défaut, vous avez le mode SRP, mais vous pouvez activer les autres modes d'authentification, sachant que user password n'est pas recommandé et admin no SRP, c'est uniquement pour les authentifications serveur à serveur, pour la bonne raison que du coup, vous ferez transiter les credentials dans le canal entre chez vous et le serveur. Dans le cas d'un site statique, attention, il ne faudra pas générer de client secret. Pourquoi? Parce que dans le cas d'un site statique ou d'un site web dans lequel c'est le JavaScript qui appelle directement Amazon Cognito, les éléments comme le client secret se retrouveraient nécessairement dans le code HTML et donc il n'y a pas de sécurité particulière sur le client secret. Le client secret, ça va être utile uniquement si vous faites l'authentification serveur à serveur. Bien. Alors, maintenant que vous avez configuré votre client, vous allez sans doute descendre dans les settings, donc qui est une autre page
et vous posez des questions un peu existentielles sur cet écran diabolique. Pourquoi on me demande de cocher Cognito User Pool alors que je suis dans Cognito User Pool? Qu'est-ce que c'est que ces callbacks URL machin? Et surtout, pourquoi on me parle de Authorization Code Grant ou Implicit Grant? Quelle est donc cette diablerie? Alors, pas de panique. Euh, Commençons par le début. Cognito User Pool en haut, c'est pouvoir déclarer quel est le fournisseur d'identité que vous utilisez. Si vous avez de la fédération, vous aurez potentiellement d'autres identity providers, comme Google, comme Facebook. Ici, là, dans ce user pool-là, j'ai que Amazon Cognito, donc c'est le seul élément que j'ai. Les sign-in and sign-out URL, ça va être si vous utilisez la hosted UI, donc on verra tout à l'heure comment fonctionne la hosted UI. Et enfin, OAuth2, eh ben, malheureusement, il va falloir bouffer la doc OAuth. Et ça tombe très bien parce qu'on va en parler tout de suite. Alors, je ne suis pas un expert OAuth2. La plupart des choses que je sais, c'est un peu au fil de mes expérimentations avec Cognito. Je vais néanmoins essayer de vous expliquer ces éléments et pourquoi on coche autorisation code grant ou implicite grant et dans quel cas. Alors, autorisation de code grant, donc l'octroi de code d'autorisation, établit un flux d'octroi de code qui fournit une réponse sous forme de code d'autorisation. Ce code peut être échangé contre des jetons d'accès avec le point de terminaison token. Étant donné que les jetons ne sont jamais exposés directement à l'utilisateur final, bon voilà, vous savez lire ce que j'ai écrit sur la slide. Et une fois que vous aurez lu tout ce qu'il y a sur la slide, vous ne comprendrez pas plus qu'au début des éléments. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des schémas explicatifs. Alors, ce schéma, il n'est pas de moi, je l'ai pris sur le blog d'AWS, je vous donnerai le lien tout à l'heure dans le chat, qui explique assez bien comment fonctionne autorisation code grant. Votre client, donc client web par exemple, va accéder à Amazon Cognito en demandant Authorize. Amazon Cognito va lui répondre, pour s'authentifier, tu vas aller sur telle interface. Cette interface-là, ça va être l'interface du user pool ou une interface de fédération si vous avez les éléments de fédération. À ce moment-là, en petit 3, au niveau de credential, vous allez utiliser SRP ou pas. Donc, ça va dépendre du flux d'authentification que vous aurez choisi. Et derrière, vous récupérez votre fameux token. Et ce token-là, vous le donnez à Cognito. Ce token-là, en fait, ne va vous servir que pour récupérer le code OAuth, qui est le Graal de toute votre authentification. Avec ce code OAuth, vous allez pouvoir la donner à votre application qui va générer des tokens d'accès. Donc ça, c'est autorisation code grant. Et en implicite grant, c'est tout pareil, sauf que vous récupérez directement les tokens du user pool. Donc voilà, c'est juste ça. Alors, je vous remets l'image d'avant. Avant, vous récupérez juste le code OAuth. En implicite grant, vous récupérez des tokens. Et donc, votre application vérifie directement les tokens auprès du user pool et n'a pas besoin de générer les tokens à partir du code OAuth. Donc, voilà pourquoi on cocherait plutôt autorisation code grant ou implicite grant. Donc, je vous remettrai les liens du blog AWS tout à l'heure dans le chat. Bien, on est à peu près au milieu de la présentation. Il se peut que vous ayez complètement rien compris. Et je l'admets, je suis peut-être un professeur très très nul. Peut-être que vous ne savez pas comment faire tous ces appels, que vous ne voulez pas faire de formulaire de login, ou que en fait vous y avez quand même rien compris à OAuth et tous ces trucs-là. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave parce que en fait, il y a un truc. Il y a un truc que connaissent tous les gens qui font de l'AWS sur Twitch de manière très 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 rapide et comment dire et sans effort. C'est la hosted UI. La hosted UI, c'est ce truc-là, donc que vous pourrez retrouver dans l'interface, qui vous permet de configurer une fenêtre d'authentification, donc un site web d'authentification, hébergé dans AWS et sans avoir à faire les formulaires de login. Alors, je précise que le nom de domaine est unique par région. Donc, le nom de domaine test, c'est moi qui l'ai. Vous ne pourrez pas l'avoir.
À moins que que je l'ai supprimé depuis ce screenshot. Mais c'est pas très grave puisque c'est pas des éléments qui seront exposés directement à l'utilisateur puisque vous pourrez brancher un domaine personnalisé dessus si vous le désirez. Derrière la hosted UI, ça vous fait des écrans comme ceux-là. Donc vous avez directement le login mot de passe, vous avez directement les écrans qui vous permettent de changer le mot de passe, de demander un reset de password, et tout ça avec le workflow des fenêtres que vous n'avez pas à gérer et le workflow d'authentification que vous n'avez pas à gérer. La seule chose que vous aurez, c'est rediriger la personne sur cette interface Cognito en faisant le domaine .hôte.eu Western Amazon Cognito en précisant bien sûr la réponse que vous voulez. Et derrière la hosted UI va vous répondre le token dans la redirection. Donc c'est très pratique. Moi, je l'utilise moi-même à outrance dans la plupart des applications que j'utilise. Une fois qu'on a fait tout ça, on a nos utilisateurs qui arrivent dans le user pool. Ici, vous notez le force change password. C'est un utilisateur qui a dû être créé par l'administrateur et donc il faut qu'il change son mot de passe une fois créé. Alors, user pool, la fédération, alors on n'en est pas encore au identity pool. On n'est pas encore sur les identity pools. Je précise parce que quand vous allez taper fédération Google AWS dans Google, justement, vous allez arriver très vite au identity pool. Il est possible de faire de la fédération dans les user pools. Comment ça marche? Eh bien, vous avez cet écran qui vous permet de spécifier le client ID, l'application secret, les scopes que vous voulez. Donc les scopes, alors c'est encore des trucs hautes. Vous allez pouvoir demander si vous voulez l'email dans la réponse haute, le profil, donc le profil notamment le nom d'utilisateur et peut-être des informations sur le profil comme la photo de profil. Et une fois que vous aurez configuré ça, vous aurez sur l'écran Cognito la déclaration de l'identity provider Google. Mais je crois que j'ai un autre slide à ce propos tout à l'heure. Comment ça marche? Une fois que vous avez fait la fédération, c'est très simple. Vous vous authentifiez auprès de l'élément fédéré. Le user pool récupère les éléments dans la réponse haute depuis l'élément fédéré et va mapper les attributs comme le nom, le prénom, l'adresse mail sur les attributs de son user pool. Vous avez la possibilité de combiner des utilisateurs Cognito seuls, Facebook ou Google dans le même pool. Donc vous pouvez avoir des utilisateurs Facebook et des utilisateurs Google dans le même user pool. Ah, voilà, donc c'est sur cette slide-là. Si vous avez mis de la fédération Google, vous aurez en plus de Cognito User Pool d'autres cases à cocher comme Google ou comme Facebook. Alors, un petit récap de comment tout ça fonctionne. Alors ici, c'est un exemple que j'ai pris aussi sur le blog AWS, mais c'est pour la fédération ADFS. Je vous mettrai le lien dans la description. Ça marcherait pareil si c'était un autre type de fédération. Globalement, l'utilisateur s'authentifie, accède à la hosted UI. La hosted UI le redirige sur l'identity provider, Google ou autre. L'identity provider vérifie l'identité de la personne, donc c'est le petit 4. En 5, il répond à Amazon Cognito, c'est bon, l'utilisateur est authentifié. Amazon Cognito valide et met à jour le profil utilisateur avec les claims, et donc le nom, le prénom. Et enfin, Amazon Cognito répond le token à l'utilisateur. Ce token JWT lui permettra par ailleurs d'accéder à d'autres services AWS comme l'API Gateway ou d'autres choses. Ça y est, cette fois, on est sur les identity pools. Alors, les identity pools, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer ce que c'est, il va falloir faire une différence tout de suite entre les user pools et les identity pools. Dans Cognito User Pool, les utilisateurs sont en quelque sorte copiés dans le user pool. Les éléments du profil sont mappés sur les champs des utilisateurs. Vos utilisateurs dans un user pool existent dans le user pool.
dans un identity pool, vous n'avez pas d'utilisateur. Vous aurez les identités de l'utilisateur. En clair, ça veut dire que dans un identity pool, tout ce que vous aurez, c'est un identifiant qui vous permet d'aller demander au fournisseur d'identité qui est cet utilisateur-là. Donc, vous n'aurez pas dans un identity pool d'attributs comme le nom, le prénom, l'adresse mail. Tout ce que vous aurez, c'est un identifiant. Donc, c'est une différence fondamentale. Et vous vous demandez maintenant, mais dis donc, à quoi ça sert un identity pool? Je vais vous répondre tout de suite. Mais avant ça, comment on crée un identity pool dans Amazon Cognito? Alors, c'est dans l'autre écran. Cette fois-ci, on lui donne un nom. On spécifie si on veut que les utilisateurs non authentifiés puissent accéder à l'identity pool ou pas. Et derrière, on spécifie quel est le service qui sera le service authentifié. Donc, ça peut être Amazon, ça peut être Facebook, ça peut être Google, ça peut être OpenID et à peu près tous les trucs qui sont compatibles avec ça. Alors, vous voyez un petit onglet Cognito qui peut paraître étrange. Vous allez dire pourquoi on a un onglet de fédération Cognito dans Cognito. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais sachez qu'on peut fédérer Cognito User Pool dans Cognito Identity Pool. Donc, un Identity Pool, à quoi ça sert? Ça sert à récupérer des access keys, secret keys AWS. Alors, une access key secret key AWS, ça va permettre d'accéder aux services, à peu près, globalement tous les services AWS de manière programmatique. Donc, votre utilisateur s'authentifie auprès de l'élément de fédération, Google, Facebook ou autre, envoie ses credentials à Cognito Federated Identity, qui lui répond une access key, une secret key et un session token, qui sont donc des credentials AWS, avec lequel il va pouvoir appeler des services AWS comme S3, EC2, Lambda ou autres. Alors, c'est particulièrement utile si, imaginons que vous avez des fichiers privés sur S3 et que vous vouliez donner accès à des utilisateurs, mais que vos utilisateurs sont fédérés dans un autre système, peut-être un AD. Et donc, l'utilisateur s'authentifie de l'AD, donne son token à Cognito Federated Identity, récupère une access key secrète qui c'est son token, et avec ces éléments-là, programmatiquement, il va pouvoir accéder à S3. C'est utile particulièrement dans les applications web, puisque du coup, vous allez pouvoir accéder en direct au service AWS via le navigateur web et surtout via l'application que vous avez conçue dans votre navigateur web. Alors, je donne un autre exemple d'utilisation. Pour ceux qui étaient là ce matin au Game Day, sur la plateforme de Game Day que vous avez utilisée, j'utilise énormément ce service-là pour la bonne raison que ça me permet de brancher AWS IoT directement dans votre navigateur. Et donc, vous avez des WebSockets et des messages IoT qui arrivent dans le navigateur avec en direct les points qui descendent en temps réel sur le navigateur. Donc, ça peut être intéressant pour la visualisation et pour globalement plein d'applications web qui ont besoin d'accéder directement à un service AWS. Alors, on a parlé un petit peu, globalement, ça c'est le workflow de Cognito Identity. Et donc, le device envoie son login ou fait du SRP avec l'authentication provider. Donc, il n'y a rien de particulier ici. C'est comme tout à l'heure, ça va dépendre de votre identity provider. Avec le token qu'il a récupéré, Cognito va appeler Amazon STS. Donc, AWS STS, c'est le service qui génère des credentials temporaires dans Amazon. Et va vous renvoyer donc les access keys secret key session token à la fin de l'appel get credential for identity. Donc, ça fait plein d'appels. C'est des appels qu'il faut gérer à la main ou via le SDK AWS si vous voulez intégrer ça dans votre application web. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Oui, il est possible de fédérer un pool d'utilisateurs dans un pool d'identité. Alors, l'intérêt ici, c'est d'avoir des utilisateurs dans Cognito User Pool qui ne seraient pas forcément fédérés d'ailleurs dans Facebook ou Google, mais pouvoir profiter quand même de Cognito Identity Pool dans la mesure où Cognito User Pool est un fournisseur d'identité comme Amazon ou Facebook.
Alors, on va parler rapidement des intégrations. Alors, comment on peut intégrer Cognito dans les différents services AWS? Donc, un schéma d'architecture aussi qui provient de la documentation officielle d'Amazon et dont je vous mettrai le lien tout à l'heure dans le chat. L'utilisateur s'authentifie auprès du user pool et ensuite, avec le token qu'il récupère, accède à l'API Gateway. Donc, c'est un schéma très classique quand on fait de l'API Gateway et qu'on veut avoir un pool d'utilisateurs dans Amazon. On branche un user pool et on branche une API Gateway. Et derrière, l'autorisation est gérée entre API Gateway et le user pool. Autre exemple, API Gateway avec un IAM Authorizer. Alors, dans API Gateway, vous avez trois types d'autorisation. Vous avez rien du tout. Vous avez Cognito User Pool et vous avez IAM Authorizer. Quand l'API Gateway est configuré en mode IAM Authorizer, les appels sont faits avec des méthodes de signature SIG-V4. Et donc, en fait, vous utilisez des access keys secret keys pour signer les requêtes que vous faites à l'API Gateway. De la même manière, vous pourrez accéder à tous les services AWS en faisant ces signatures-là, comme S3 ou DynamoDB. Comment on met tout ça en place? On s'authentifie auprès du provider d'identité externe. On échange des tokens avec l'identity pool. Le token répond des credentials AWS. Et avec ces credentials, on s'intègre aux autres services. Alors, c'est quelque chose que je fais très souvent avec les API Gateway, pour la bonne raison que ça permet d'avoir des credentials temporaires qui vont tourner toutes les heures. Et donc d'avoir les credentials de l'API Gateway qui tournent toutes les heures. Enfin, vous avez le combo dont j'ai parlé déjà un petit peu, le combo User Pool plus Identity Pool plus Service AWS. Donc vous avez des users dans le User Pool, fédérés ou non, puisque vous avez la possibilité de fédérer des utilisateurs Google dans le User Pool, puis de fédérer le User Pool dans l'Identity Pool. Et de cette manière-là, vous récupérez pour un utilisateur Google des access keys secretary dans AWS, tout en ayant mappé son nom, son prénom, son adresse mail dans le User Pool. Alors, j'ai globalement fini la présentation Cognito User Pool, Cognito Identity Pool. Il me reste un peu de temps, donc je vais vous montrer un petit peu le SDK et ce qu'on peut faire avec des outils comme Amplify. Alors, SDK et client web. Historiquement, quand on utilisait Cognito User Pool, on avait un SDK JavaScript qui existe toujours, mais qui est moins utilisé maintenant qu'Amplify existe, qui permettait de faire l'authentification. Donc tout ce que je vous ai montré avec SRP, avec les appels à faire, les échanges, c'est géré par le SDK. Tout ce que vous avez à faire, vous, en tant que client JavaScript, c'est de faire ce genre de code où vous mettez le login mot de passe dans un objet, vous faites appel au SDK, et derrière, vous récupérez l'access token et l'ID token, qui sont les tokens JWT pour accéder à l'API Gateway. Donc ça fait quand même beaucoup de lignes, beaucoup d'éléments, mais il faut bien comprendre que vous n'avez pas à faire tous les appels vous-même à la main. Et puis un jour, Amplify est arrivé et ça a tout changé. Personnellement, j'utilise beaucoup Amplify parce que je suis un gros feignant et que je ne suis pas un vrai développeur web. Moi, je suis surtout un dev backend qui fait semblant de faire du web. Et donc, avec Amplify, on fait semblant de faire du web. Alors, on fait quand même du JavaScript, je vous rassure. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est renseigner les identifiants, donc l'identity pool, la région, le flow type, donc ici SRP auth, et derrière auth.signin, et Amplify s'occupe de tout. C'est-à-dire que si vous avez configuré SRP, il va faire du SRP. Si vous avez configuré du password, il fait du password. Si vous avez configuré autre chose, il fait autre chose. Si vous avez mis une URL de Hosted UI, il vous redirigera tout seul sur la Hosted UI. Il récupérera les tokens et après fera les signatures SIG-V4 si vous faites de l'API Gateway. Donc Amplify, c'est vraiment bien. Moi, je l'utilise beaucoup. Alors, je n'utilise pas
la génération de code Amplify et la génération des stacks CloudFormation, puisque je fais beaucoup de Terraform. Mais côté client, le SDK Amplify est quand même très très pratique et c'est vraiment un accélérateur de projet pour la partie web. Derrière, pour faire vos appels d'API avec Amplify, encore une fois, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser Axios ou ce genre de choses, c'est Amplify qui gère. Vous dites API.get, le chemin de l'API, et hop, vous avez les éléments qui reviennent dans une promesse. Encore quelque chose sur Amplify, je vous ai montré la Hosted UI, mais vous avez la possibilité avec Amplify d'avoir vos propres écrans de login avec les composants Amplify. Amplify vous fournit pour la plupart des frameworks, en tout cas pour React et Vue, des composants que vous pouvez intégrer facilement dans votre application. Et vous n'avez même pas besoin de faire des formulaires de login, c'est Amplify qui gère. Et derrière, il gère les vérifications un peu basiques, comme voilà, une adresse email, il faut qu'il y ait un arrobase, les numéros de téléphone, il faut que ça soit un numéro à 10 chiffres, ce genre de choses. Enfin, il fait la vérification côté client. Voilà. Alors, j'ai terminé cette présentation. Je vais vous mettre les liens dans le chat. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je serai ravi d'y répondre. Alors, est-ce que les infos sont dans le token JWT? Oui, alors c'est un token JWT. Donc, si vous le décodez, vous allez pouvoir avoir les éléments du user. Euh, Après, en pratique, c'est des éléments que vous aurez de toute façon dans le SDK. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de décoder le token vous-même. Dans le SDK, en tout cas sur Amplify, vous faites get current user et vous aurez le email pseudo pour afficher potentiellement dans l'interface web le nom, le prénom, genre bonjour monsieur machin, vous êtes connecté. Alors, je vous mets ici la doc pour les flux d'authentification dans le chat. Là, vous avez la grosse doc sur Auth. Le super blog d'Amazon sur Auth. Voilà. Et il me reste encore un lien. Voilà. Donc là, schéma Fédération ADFS. Alors, on me demande, est-ce que est-ce secure si le backend accède aux ressources AWS si l'autant de Cognito est en succès? Alors, j'en ai pas parlé effectivement, mais vous choisissez ce que vous donnez comme droit. Je vais reprendre des slides. Tout, mode présentation. Je vais vous remontrer les slides. C'est vrai que je n'ai pas détaillé. C'est sur ce schéma-là. Voilà. Donc sur ce schéma-là, vous voyez qu'on me répond des access keys, secret keys et son token ici. C'est vous qui choisissez ce que vous mettez dans les droits. Dans l'écran, alors j'ai dû le couper parce il était trop grand, mais ici dans cet écran-là, vous avez un endroit où vous configurez quelle est la policy que vous mettez quand la personne est authentifiée. Donc vous avez la possibilité de mettre une policy restrictive sur les éléments pour les utilisateurs authentifiés via Cognito Identity Pool. Typiquement, en général, un utilisateur web, il a besoin d'accéder peut-être à S3, peut-être à DynamoDB, peut-être à IoT, mais on ne lui donne pas accès à IAM via l'Identity Pool. On lui donne une policy qui lui permet d'accéder juste à ce qu'il faut et c'est tout.
Vous aurez par ailleurs la possibilité, si vous fédérez Cognito User Pool dans Cognito Identity Pool, d'avoir des policies IAM différentes selon les groupes d'utilisateurs. Est-ce que ça répond à la question? Super, super. Alors, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions sur ce sujet-là? Sinon, je vous libère et je vous laisse assister à une autre conférence. Alors, j'ai plus de questions. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que vous avez appris des choses, que j'ai pas été un prof trop nul et que vous aurez envie, peut-être vous aussi, de travailler avec Amazon Cognito. Et n'hésitez pas, si vous avez peut-être d'autres questions, je suis disponible en interview via la plateforme CloudWest ou alors directement via Devoteam Revolve si vous avez envie de travailler avec moi. Voilà, bon après-midi à tous et à bientôt.